On vit dans un cadre, en faisant 5 minutes de voiture, vous changez totalement de paysage, vous pouvez aller au bord de mer, dans la forêt, enfin c'est un cadre idyllique. J'ai toujours aimé vivre au bord de la mer et je ne me voyais pas du tout travailler dans un bureau. Voilà, en des moments il fait mauvais, mais voilà, on voit du beau spectacle sur l'eau, quoi. La situation géographique pour naviguer, elle est dingue parce qu'on a un peu tous les éléments dont on peut avoir envie sur l'eau. Les limicoles, c'est vraiment un sujet absolument magnifique. C'est des bêtes de guerre, hein, c'est des oiseaux qui sont capables de faire des milliers de kilomètres entre les sites d'hivernage, les sites de migration. Les pertuis, c'est ces espaces, ces mers intérieures entre le continent et les îles qui sont protégées des houles océaniques, qui sont enrichies par les arrivées d'eau des estuaires. Et tout ça crée des écosystèmes très riches qui sont favorables à l'accueil de poissons qui vont venir s'y reproduire. Je fais ce métier depuis 17 ans, même enfin depuis tout petit parce que c'est ma passion et voilà, j'ai repris le bateau de mon père. On est basé au port de Royan à cette saison, après je suis soit à Royan, soit à la Cotinière, soit à La Rochelle suivant les périodes ou à la Tremblade aussi. Après sortie de troisième, j'ai directement fait un BEP pour passer mon capacitaire. Et puis après, j'ai attaqué sur un bac pro, conduite et gestion des entreprises maritimes, qui m'a donné le capitaine 500, le patron de pêche, quoi. Puis après, j'ai travaillé 3 ans sur la Cotinière. J'ai fait 2 ans d'apprentissage avec mon bac pro sur le Fischer Golf, un bateau de 20 mètres. J'ai bien aimé. Après, j'ai décidé d'aller sur un autre bateau qui va proposer une place, un 16 mètres pour voir autre chose. Puis après, je suis retourné, mon père m'a demandé, je suis retourné à la petite pêche et ça me plaît bien. Et du coup, j'ai racheté le bateau il y a 3 ans. Moi, personnellement, je préfère travailler à la journée, être là tous les jours chez moi, mais après, voilà, j'ai mon meilleur copain qui fait la pêche côtière et lui, c'est le contraire. Il travaille 10 jours, mais voilà, il est 10 jours à terre, 10 jours en mer. C'est dans ce métier, tout le monde peut faire ce qu'il veut, quoi. C'est un bateau qui fait moins de 10 mètres, c'est pas un gros bateau, mais il est polyvalent, on fait plusieurs métiers. Je travaille essentiellement à la ligne, le bar, le maigre. Ça, c'est au moins 8 mois de l'année, parce que comme ça, je trouve que ça met le poisson en valeur. Le poisson est beau, on arrive à le vendre un peu plus cher et voilà, si le poisson est petit, comme on a pêché pas mal de petits poissons aujourd'hui, on peut les remettre à l'eau, ils sont vivants, on ne fait pas de destruction, quoi. On est polyvalent, on peut faire un peu tous les métiers, c'est ce que j'aime dans mon métier d'ailleurs, pas faire tous les jours la même chose, pas embaucher à la même heure. On arrive le matin comme aujourd'hui, voilà, on prépare nos hameçons, on met nos appâts sur les lignes, après faut qu'on envoie les hameçons. On envoie ça un par un et voilà. Après je fais 100 hameçons, 200 hameçons, enfin, après on attend 1h30 à peu près avant de relever la première et puis on lève les hameçons un par un et puis s'il y a du poisson tant mieux, s'il n'y a pas de poisson tant pis. C'est la pêche, quoi. Après le poisson on l'emmène à la criée, là comme ce soir on glace, on le met à la criée et puis le lendemain matin ou le lendemain après-midi il est vendu comme une vente aux enchères. Alors, on ne sait jamais trop quel prix on va vendre le poisson, quoi. Ça peut être la même espèce, suivant les saisons, on peut la vendre, je prends un exemple du bar, au mois de janvier-février on peut le vendre 10-12 € et 15 € les gros et au mois de mars, avril, mai, enfin mai-juin, des moments on les vend jusqu'à 50 € le kilo. On a la chance d'avoir quand même 3 estuaires en Charente-Maritime, entre la Gironde, la Seude et la Charente. Voilà, et l'eau douce rencontre l'eau de mer, le poisson il vient se nourrir ici. Si on veut faire les marées de jour ou les marées de nuit, après on est plusieurs bateaux. Alors moi à cette saison je préfère travailler de jour, après il y a des bateaux qui travaillent de nuit. Comme ça on essaye de ne pas se gêner. Voilà, c'est un beau métier, mais on a déjà plus beaucoup à faire la pêche. Alors essayer de ne pas se tirer dans les pattes, si on peut s'entendre, c'est mieux. Ce qui me plaît plus, les levées du jour, les couchers de soleil, enfin voilà, tous les jours c'est différent, que ce soit l'hiver ou l'été, la lumière n'est jamais pareille. Je me réveille le matin parce que voilà, je suis content parce que enfin, je sais jamais ce qu'on va pêcher aujourd'hui, voilà, ça met de l'adrénaline, quoi, ça me pousse, c'est ce qui me pousse dans mon métier.
C'est quand même un métier difficile, il ne faut pas compter les heures, il ne faut pas regarder les week-ends. C'est un métier qu'on fait par passion. C'est pour ça que là, j'ai un petit jeune voilà, je vois qu'il est mordu. Et il y a encore des générations qui peuvent vivre de ce métier-là. C'est pas un métier facile, mais c'est un beau métier. Enfin, pour moi, c'est le plus beau métier. Ça, c'est déjà l'hiver dans Vous en avez combien? 2 par personne? Oui. 10. Hop, alors le poisson qui pique, C'est pour le pêcheur. Enfin, pour les pêcheurs. je suis responsable de marché. J'ai comme responsabilité de monter un banc, d'accueillir le client, de préparer le poisson, de le vendre. L'été, j'ai les saisonniers avec moi. J'ai une formation bac pro, aquaculture. Je l'ai réalisée au lycée de la mer à Bourse-Franc. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises et c'est ce qui a fait que je me suis fait mon expérience toute seule. Le matin, je me lève, j'embauche, je fais mon camion, je prépare ma marchandise, je prépare ma glace, je fais mon banc, je monte mon étal, je mets mon poisson, je prépare mes fruits de mer et puis après, je vends. Ce qui m'a confortée dans mon choix, c'est le travail que je fais tous les jours, le contact avec les clients. Le travail, des fois, est un peu compliqué quand il fait mauvais temps, tout ça, mais c'est vrai que ça reste agréable. On a les gens qui s'intéressent à notre métier, qui sont toujours intéressés par notre façon de découper le poisson, de travailler le poisson. Il y a la saison sur l'araignée, la langoustine vivante sur la cotinière. C'est quelque chose qui se vend très très bien. C'est un très beau produit. Le maigre, c'est un très très beau poisson. C'est quelque chose on est en pleine saison du maigre là. On a certains produits qu'on n'aura pas à certaines saisons, que les gens recherchent quand même, mais il faut mieux les vendre à la bonne saison et qu'ils soient de meilleure qualité. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est que ce soit une entreprise familiale. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné la possibilité d'évoluer dans cette entreprise. Et donc c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a donné envie de rester. La majorité de notre poisson est acheté à la cotinière. C'est essentiellement de la petite pêche et de la pêche de très grande qualité. Mon mari achète en criée à 5 h le matin ou à 4 h le matin. Ensuite, c'est transformé dans l'atelier de mariage. Soit ça part à la conserverie, soit ça part dans les poissonneries, soit ça part au traiteur. Ce qui me plaît dans mon métier d'abord, c'est que c'est comme Obélix. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que je suis fille de marin-pêcheur. La transmission, c'est très important aussi. Et puis défendre notre métier, défendre la pêche, des bateaux, de la criée et de notre métier, de notre savoir-faire. Je suis une fille de la mer. J'ai toujours aimé vivre au bord de la mer et je ne me voyais pas du tout travailler dans un bureau. Je voulais travailler en extérieur, être debout, être en action, être en mouvement en permanence, être avec les gens, les clients. Les gens m'apportent ce que je veux dans la vie de tous les jours. Je suis fière de pouvoir transmettre aux saisonniers l'été, de pouvoir de donner envie aux gens de manger du poisson, même si c'est très simple. C'est très simple. On est complètement au sud d'Oléron. On commence à être dans le périmètre de la réserve de Moise-Oléron. Cette réserve naturelle, elle a un côté continental et un côté îlien, et elle traverse cette portion de Pertuis. Il y a une vraie logique et une cohérence écologique dans cet écosystème. Là, la mer commence à descendre, donc là, du coup, les vasières vont se découvrir. Et du coup, les oiseaux, les limicoles notamment, vont arriver au fur et à mesure pour venir s'alimenter pendant toute la marée basse sur les grandes vasières de la réserve. La réserve naturelle, après, elle traverse toute la partie dans les Pertuis, là, qui va jusqu'à Boyarville d'un côté et à la citadelle de l'autre côté. Donc sur à peu près 14 km de côte. Et la partie maritime, c'est 6500 hectares, donc c'est vraiment un grand espace avec des vasières nues, des zones ostréicoles et mytilicoles et une zone qui reste tout le temps en eau dans le coureau. Le métier d'un garde technicien, c'est un peu le couteau suisse de l'espace naturel. Il faut savoir faire un petit peu de tout, aussi bien de l'animation, de la gestion, des suivis. J'ai fait un master en écologie à l'Université de La Rochelle sur une approche sur les littoraux.
Je fais le métier que j'ai toujours rêvé de faire, donc travailler dans un espace protégé, dans la nature, surtout en plus ici sur une grande réserve avec des forts enjeux aussi bien terrestres que marins. On a une forte saisonnalité en fait de nos activités parce qu'on dépend de la nature. Donc en période hivernale, on va plus être sur des travaux de gestion, sur de la saisie de données. Et après au printemps, il y a tous les suivis qui commencent avec la faune qui commence à redémarrer. Donc les suivis sur les oiseaux, sur les papillons, sur les reptiles. On est calé sur la météo et les marées. C'est nos deux horloges, quoi. C'est important de faire comprendre aux gens pourquoi on protège cet espace-là. Ce n'est pas un espace qui est clos, qui est sous cloche, c'est vraiment un espace qui rentre dans un contexte général. La réserve naturelle a été créée pour un enjeu majeur qui est la conservation des oiseaux en hivernage et en migration. Et donc nous, notre objectif, c'est de conserver des zones de repli pour les oiseaux pour pouvoir venir se reposer et pouvoir s'alimenter en toute tranquillité. C'est un élément important de savoir pourquoi les oiseaux viennent, qu'est-ce qu'ils mangent et donc quelle est la ressource alimentaire disponible sur les grandes surfaces de vasières qu'on a sur la réserve naturelle. La réserve naturelle, elle est sur l'axe principal de migration mondiale, l'Atlantique Est, qui va des pays de la Scandinavie, de la Sibérie, du Groenland d'un côté, qui passe par l'Europe de l'Ouest pour après aller hiverner en péninsule ibérique ou en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique du Sud pour certaines espèces. On a des grosses surfaces de vasières sur ce secteur-là et du coup on accueille des grosses populations d'oiseaux. C'est à peu près 100 000 individus qui passent l'hiver sur la réserve naturelle. On a un suivi qui est un peu notre cadre au long de l'année. On compte tous les 10 jours tous ces oiseaux-là sur l'ensemble de la réserve naturelle. Ça nous permet de voir un petit peu comment évoluent les oiseaux sur le site. On compte avec une longue vue en fonction du nombre d'oiseaux de chaque espèce qui va être présente. Du coup, soit on va les compter à l'unité, soit on va faire des estimations pour essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus exhaustif possible. Là, c'est une végétation typique de présalé, du coup avec de l'aubione qui est assez rampante, et puis les petits buissons de soude, qui est la base, c'est l'habitat de reproduction, notamment de la gorge bleue à miroir. Donc un petit passereau dont on a des grosses populations sur la réserve naturelle dans les présalés, qui va nicher au pied de ces arbustes-là dans les présalés. Le milieu est en train de changer, donc on essaie de suivre cette évolution. Donc en fait, on ne cadre pas l'évolution du milieu. On attend et on regarde comment ça se passe. Et nous, on accompagne l'évolution par la mise en place de suivi ou de choses comme ça. Je fais vraiment ce que j'ai toujours voulu faire. Donc pour moi, c'est un boulot de rêve, quoi. Ici, on est dans un nouvel écosystème à la Tremblade, habité, colonisé par le présalé. Et derrière, tout le long des berges de la Seude se sont construits, durant les siècles précédents, à la main de l'homme, des bassins, des clairs qui ont permis l'affinage des huîtres. Sur le bassin ostréicole de Charente-Maritime, notamment tous les parcs situés entre l'île d'Oléron et La Rochelle et jusqu'à la Tremblade, on a une multitude de bancs de sable et c'est hyper propice pour justement faire l'élevage d'huîtres. Je suis la 5e génération d'ostréiculteurs et on est ostréiculteur depuis 1874 et on est basé à la Tremblade. C'était un souhait que j'avais depuis tout petit parce que le métier me plaisait et puis le côté physique, j'aimais bien ça. Et j'ai toujours un lien avec la mer. J'ai fait un bac général et après je me suis spécialisé dans un BTS aquaculture. J'ai fait en alternance à Guérande, ce qui m'a permis aussi de faire plusieurs entreprises et de voir un peu le métier dans sa généralité. Mon métier, en fait, je trouve qu'il est merveilleux parce qu'on allie à la fois tout ce qui est en mer et à la fois tout ce qui est à terre. Donc on a une partie, tout ce qui est sur parc et en clair, avec l'affinage. Et après, on a tout ce qui concerne le tri, l'emballage et l'expédition. Donc on a un métier vraiment qui englobe plein de facettes et il faut être très polyvalent pour pouvoir faire toutes les facettes.
L'ostréiculture en Charente-Maritime, c'est un poumon de notre région. Il suffit de prendre une vue aérienne du territoire. On voit vite que le territoire, justement, il est parsemé de clairs sur les terres. Et quand vous regardez en mer, vous voyez une multitude de parcs. Il y a énormément de personnes dans notre région qui vivent de l'ostréiculture. Aujourd'hui, notre métier, il englobe une multitude de compétences. Et quand la personne a les compétences pour le domaine qu'on souhaite, les rémunérations sont généralement très intéressantes. L'ostréiculture reste un métier essentiellement manuel. Bien sûr, on est équipé de machines pour nous aider, mais on façonne nos huîtres à la main. Il faut compter environ entre 50 à 60 manipulations à la main pour arriver à une huître marchande. À différentes étapes, on va vraiment essayer d'avoir le produit au mieux de ce qu'on souhaiterait, et après le reste, c'est la nature qui nous fait. La production d'une huître, ça commence toujours par forcément le naissin. Le moment où on va capter l'huître. Donc à ce moment-là, on va mettre des collecteurs à l'eau et on va récupérer ces collecteurs environ 9 mois après. Donc là, on va avoir une huître qui va être à peu près de la taille d'un ongle. À partir de ce moment-là, on va pouvoir donc justement décoller l'huître de son support et commencer l'élevage en poche. C'est là où on va la positionner en mer. Généralement, on la bouge de parc en parc, d'année en année. Là, il lui faudra environ de 2 à 5 ans pour atteindre la taille marchande. Une fois qu'elle a atteint cette taille marchande, on va justement la calibrer, lui donner le fameux numéro 4, 3, 2, 1, 0 et on va pouvoir faire l'affinage en clair. Donc l'affinage en clair, après ça dépend de la période où on est, mais on va être entre 15 jours à 3 semaines. Et après on a une étape de purification où on va justement mettre les huîtres, purifier nos huîtres minimum 24 heures ou 48 heures, ça dépend des entreprises. Cette étape a pour but d'éliminer toutes les impuretés pour que quand vous ouvrez l'huître sur le plateau, vous puissiez la déguster et qu'elle soit avec de l'eau parfaitement claire et propre. On est sur les bords de Charente. Rochefort, cette ville créée en 1666 pour en faire un port de guerre. Mais d'autres activités sont apparues au XXe siècle, notamment au travers de la plaisance. C'est stratégique d'être à Rochefort parce qu'il y a des installations portuaires, voire l'accès directement sur la Charente. Et en sortant, d'être dans la rade de l'île d'Aix, passer Fouras et après on est complètement sur l'océan. Et qui permet aussi d'accueillir toute cette activité naissante industrielle de chantier naval, d'industrie nautique avec les matériaux composites. Je suis coordinateur d'atelier chez Nautitech Catamaran. Je suis passé par une formation professionnelle pour adultes. Ce qui m'intéressait, c'était la fabrication des bateaux et pour rester à côté de l'océan. Nautitech est implanté à Rochefort pour sa proximité avec la Charente et le port autonome. L'entreprise est divisée en 3 bâtiments où on trouvera le magasin, le bâtiment de composite où sont fabriqués les coques et les ponts, puis le bâtiment d'assemblage où sont montés les intérieurs des bateaux. Nous fabriquons 3 types de catamarans. On est sur des bateaux premium. Ces bateaux sont optionnables à la demande du client. Pour réaliser un bateau, nous avons besoin de plusieurs métiers. Métiers logistiques liés au magasin. Métiers manuels, on va retrouver des stratificateurs, des finisseurs, la finition polyester. Ensuite, des menuisiers qui vont monter les cabines et l'intérieur du bateau. Puis la technique qui va positionner la plomberie et l'électricité dans le bateau. Les étapes de fabrication du bateau, ça commence par la fabrication de la coque et du pont composite. Ensuite, il y aura le démoulage de la pièce, puis la livraison de la pièce sur la zone de montage et d'assemblage. Et à partir de là, le bateau sera équipé de ces éléments structurels et habitables. La méthode dans le bâtiment composite pour construire les coques est le sous-vide, c'est-à-dire le principe d'injecter de la résine sous une bâche en contact avec le moule. La quasi-totalité du composite chez Nautitech est en sandwich infusé, qui permet d'avoir une plus faible utilisation de résine et de relâcher moins de solvants chimiques dans l'atmosphère. Chez Nautitech, on développe les procédures de fabrication des bateaux au maximum pour consommer le moins possible de résine.
Un bateau qui a une grande durabilité, il va avoir une durée de vie plus longue, donc son impact environnemental va être plus faible. On essaye aussi d'avoir des tissus de renfort de diverses matières, faire des essais avec le chanvre, le lin. Pour avancer cette chaîne de production, en fait, les bateaux sont positionnés sur des rails. On avance les bateaux à chaque poste. Alors une fois le bateau terminé, un transporteur routier va venir prendre le bateau et pour l'apporter au port autonome qui se trouve à moins d'1 kilomètre. Par la suite, en fait, notre équipe de mise à l'eau va prendre en main le bateau pour le convoyer jusqu'à La Rochelle. Ce que j'apprécie dans les métiers du nautisme, c'est justement leur diversité et l'approche de plein de métiers, c'est-à-dire la stratification, la menuiserie, la plomberie, l'électricité, tout ce qui peut grouper la fabrication d'un bateau. On est au phare de la Coubre, à l'ouvert de l'estuaire de la Gironde. On est sur un écosystème dunaire, donc un écosystème extrêmement dynamique, soumis à l'influence des vagues, de la marée, qui va venir éroder ce cordon dunaire, mais qui va aussi générer un certain nombre d'habitats que nous, on va chercher à préserver. Et quand on est face au phare et qu'on regarde toute cette côte sauvage, on voit bien aussi toute l'énergie des vagues. La dune qui recule, la flèche de Bonance derrière moi aussi qui va reculer, qui va peut-être s'ouvrir dans 20, 30, 40 ans et créer de nouveaux écosystèmes qu'il conviendra d'encourager. On est des sentinelles de l'environnement, c'est-à-dire que quand on va en mer, quand on va en clair, en fait, on observe le milieu, on essaye d'anticiper et de faire au mieux pour que notre milieu où on travaille, qui est essentiel, autant sur la qualité de l'eau que la diversité de l'environnement, puisse rester dans l'état où il est. Dans notre approche dans l'ostréiculture, on a essayé d'être le plus éco-responsable possible. Au niveau de l'entreprise, on a mis notamment par exemple des panneaux solaires. Donc on a baissé notre consommation énergétique d'environ 70% parce qu'on la produit directement avec nos panneaux solaires. Aujourd'hui, on élève une majorité d'huîtres en poche plastique. Elles vont faire entre 5 et 10 ans. Quand elles vont être usées, aujourd'hui, on va les recycler. Donc on les recycle directement en panière d'huîtres et on peut aussi les transformer cette fois pour en refaire d'autres poches, par exemple. Pour le recyclage de nos coquilles d'huîtres, on a énormément d'utilisations possibles pour après la transformer par exemple en lunettes, en chaussures. On a fait aussi une planche de surf justement en alliant un peu le loisir et notre métier. Avec Elliot, on s'est allé sur un projet, recycler au maximum les coquilles d'huîtres et faire une planche plus éco-responsable que ce qu'il fait actuellement. Donc du coup, en fait, on a allié nos deux idées et on en a fait justement un longboard avec de la micro-brisure de coquille d'huître et aussi de la coquille d'huître en termes de déco. Et du coup, ça a donné la planche qui est ici aujourd'hui. Alors ici, nous sommes au nord de l'île d'Oléron, au niveau de la pointe de Chassiron. C'est une pointe rocheuse qui va venir protéger l'ensemble de ce qu'on appelle les pertuis, c'est-à-dire ces espaces, ces mers intérieures entre le continent et les îles qui sont protégées des houles océaniques. Et donc on a des espaces beaucoup plus calmes qui permettent un développement d'une forte activité de loisirs avec une intense fréquentation l'été. À l'YCO, Lieu Club d'Oléron, on est sur la commune de Saint-Denis d'Oléron, dans le nord de l'île. J'ai commencé par encadrer comme moniteur de voile et aujourd'hui je suis chef de base de l'YCO, donc je gère la structure qui est une structure associative. Ce métier-là, ça a été un peu une suite à ce que j'ai fait en étant ado et jeune adulte de par ma pratique dans les clubs. Du coup, je me suis retrouvé à être en fin de pratique compétitive et à intégrer la vie professionnelle sur la partie encadrement. Et moi, j'ai aimé pouvoir transmettre ça, proposer aux jeunes de l'île de l'activité à l'année, de l'activité sportive. Ça, c'est vraiment un fil rouge qui m'anime.
On est 5 à plein temps au club en CDI. Et après, sur les périodes de vacances scolaires, donc Pâques et tout ça, on a du renfort. L'été, on est jusqu'à 25 salariés. Pour pouvoir encadrer des jeunes sur l'eau et en faire son métier, il faut un diplôme d'État, donc BPGEPS. Il y a aussi la possibilité de travailler sur les périodes estivales avec un autre diplôme qui est plus court en apprentissage, qui est le CQP-IV. C'est un certificat de qualification professionnelle. On forme ces jeunes-là qui peuvent ensuite travailler avec nous. L'activité du club a une grosse partie qui va être dédiée à l'entretien, à la préparation du matériel. Et après, il y a toute la partie encadrement qui va se passer en grosse partie sur les vacances scolaires. Et pour la partie compétition qui va se passer de mi-janvier jusqu'à tout début décembre. On a une situation à Saint-Denis où on a une baie qui nous permet de naviguer avec les jeunes en sécurité. À l'extérieur, un plan d'eau où on peut avoir de la houle, de l'espace de jeu entouré de côtes, donc on est protégé. Et en sécurité, l'environnement est super. Dans la voile, il y a un nombre de pratiques énorme. On essaye d'avoir le panel de support le plus large possible. On a du catamaran, de toute taille pour les adapter aux tranches d'âge et au niveau des pratiquants. On a l'habitable, qui est lui un bateau d'une dizaine de mètres qui nous permet d'encadrer 6 personnes dessus pour aller plus au large. Et on a aujourd'hui ce qui est en vogue, la pratique foil avec la wing et la planche sur foil qui permet de voler au-dessus de l'eau. Sur la partie préservation du milieu marin, c'est quelque chose sur lequel on est attentif puisqu'on a des démarches au niveau de la structure pour moins avoir d'impact sur notre environnement malgré le fait qu'on travaille avec. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire attention. On travaille depuis 2 ans sur un projet pour avoir un bâtiment extérieur au club dédié à la partie entretien. La partie régate, c'est vraiment une partie à laquelle j'étais très attaché et sur laquelle j'ai des super souvenirs. Et aujourd'hui, pouvoir permettre à des jeunes de vivre ça, c'est top. Surtout que dans les années futures, c'est des jeunes qui deviendront sûrement moniteurs l'été, qu'on va former à l'encadrement et qui travailleront, je l'espère, quelques années ou quelques saisons avec nous. Donc c'est une boucle. Les glaciers des Pyrénées fondent, le changement climatique est là, les températures de l'océan augmentent, la température des fleuves augmente. Ces enjeux environnementaux sont aussi des enjeux pour les acteurs de l'estuaire, pour que leurs pratiques soient toujours durables et puis qu'ils puissent aussi transmettre leur passion et leur métier. L'avenir de notre filière aujourd'hui, de l'ostréiculture, il viendra en fait avec les gens qui nous accompagneront. Les générations qui vont venir, on aura besoin d'idées et de transformer tout simplement ces idées et c'est ce qui nous fait évoluer notre métier. Ce que j'apprécie dans les métiers du nautisme, c'est justement leur diversité et l'approche de plein de métiers. Je suis fière de travailler sur cette île, d'apporter mon savoir-faire. Je fais vraiment ce que j'ai toujours voulu faire, donc pour moi, c'est un boulot de rêve, quoi. L'idée, c'est que cette structure qui tourne à plein régime l'été, elle puisse permettre la navigation hors saison, donc en avant, en après-saison, aux jeunes et aux moins jeunes de l'île. C'est pas un métier facile, mais c'est un beau métier. Enfin, pour moi, c'est le plus beau métier même.